On est dans cette salle au miroir à se comparer toujours avec nos décisions et ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on veut faire, et donc on est dans le doute permanent. On est en train de comparer son moteur à la carrosserie des autres sur des réseaux sociaux où les gens affichent qu'ils veulent une vie qui est parfaite, qui est lissée, une vie qui est filtrée et qui paraît incroyable quand la nôtre paraît si compliquée. Et puis, in fine, comme si ça suffisait pas, on a un besoin implicite et souvent inconscient de reconnaissance qui est très fort, et donc on fait des actions pour essayer de plaire, de complaire, d'attirer, d'avoir le respect des gens qui nous entourent. Et ça, c'est ce qui nous bloque parce qu'on a tellement peur de l'échec, on a tellement peur du jugement de ces personnes-là qui vont, in fine, selon nous, ne regarder que nous parce qu'on a vraiment l'impression que tout le monde nous regarde à cause des réseaux sociaux. Tout le monde s'en fout de ta vie. Mais bon, cette impression, tu l'as quand même. Et bien ça crée un imbroglio, une situation complexe, une équation multifactorielle qui te donne ce stress et qui t'empêche d'avancer. Et c'est la raison pour laquelle on va discuter du comment le résoudre, parce que maintenant que tu as compris pourquoi tu es dans une zone grise, il va falloir qu'on parle de la résolution. À la vôtre, les amis, pour ceux qui sont là et qui suivent. Hop. Alors, comment on va résoudre une situation comme celle-ci, une zone grise? C'est pas très compliqué. Il y a 3 choses à savoir. La première, c'est élever ton niveau de conscience de toi. La deuxième, c'est élever le niveau de conscience que tu as des autres, du monde et du réel. Tu as besoin de pragmatisme. Je vais y venir, cette partie va te sauver du côté de la culpabilité que tu ressens. Je vais te déculpabiliser. Mais également, et c'est le 3e point, je vais te responsabiliser. Et je vais le répéter encore et encore et encore. Seule l'action massive et proche de toi te permettront réellement d'avoir les résultats que tu veux et de sortir de cette zone grise, de donner de la clarté et que cette clarté te permette ensuite d'obtenir les résultats que tu veux. Donc on va parler de tout ça. La première des choses, et c'est le sujet, j'y reviens beaucoup, mais c'est pas pour rien que j'écris, c'est pas pour rien que je publie. Encore une fois, écrire a une fonction très personnelle et thérapeutique. Je conseille à ceux qui ne font jamais l'exercice, même dans leurs notes, pas forcément pour publier, mais de faire l'exercice de l'écriture, c'est pas mal. D'ailleurs, au passage, tiens, je digresse. Quand vous avez envie d'écrire un message à quelqu'un et peut-être un peu agacé, écrivez-le et ne l'envoyez pas. Vous allez voir, vous allez décharger, vous allez voir que cette énergie, elle va sortir. Et puis vous le relisez, vous tournez cette fois votre langue dans votre bouche, vous pensez à votre légitimité, vos intentions, le timing, vous pensez à l'équation large de est-ce que je vais l'abîmer pour une erreur alors que peut-être ça s'inscrit dans 7 ou 8 années de relation et je vais peut-être avoir à le respecter en lui accordant ce joker-là, est-ce que je vais le blesser, est-ce que truc. Et à partir du moment où tu l'as fait, 90% du temps, tu vas supprimer ce message. Soit tu vas le refaire le lendemain et tu vas dormir dessus, soit tu vas le refaire différemment parce que tu as pris le contrôle. Pareil pour les vocaux. Tu as envie de dire quelque chose de façon très énervée à quelqu'un, même si tu dois refaire 3, 4, 5 fois et que ça te défoule, tu le fais, tu mets pause, peut-être même t'écoutes, tu supprimes et tu l'envoies pas. Et ça, c'est un petit conseil que je vous donne véritablement pour essayer de travailler quand vous avez, je dirais, cette énergie qui vous vient. Donc l'écriture est aussi quelque chose de salvateur et de relativement thérapeutique. Digression terminée, je parle de mes 3 premiers bouquins, Le Capitaine, Les Moussaillons et La Tempête, qui se lisent l'un à la suite de l'autre, et en trilogie, où on évoque les fondements des bases de la boussole qui est complètement cassée ou que tu n'as pas. Dans Les Moussaillons, qui est le livre sur lequel j'ai mis le plus d'attention et de cœur d'ailleurs, je parle de comment tu vas analyser les briques qui te constituent pour prendre le temps calmement de voir l'origine, la légitimité, les intentions des gens qui ont suspendu tes croyances, tes objectifs, etc. Tu tournes autour de tout ça et tu choisis qu'est-ce que tu veux que soit ta personne, ta personnalité, tes choix de vie, tes actions, tes objectifs, tes valeurs, tous ces trucs-là. Tu te construis et tu le fais en conscience parce que tu as subi toute ta vie. Ce que tu crois par rapport à l'argent, c'est parce que tes parents et toute la vie qui t'a mené jusque-là t'ont conditionné. Ce que tu crois par rapport à un individu, c'est ce que des shorts TikTok t'ont dit ou Insta. Voilà, t'es là, j'aime pas. J'ai discuté tout à l'heure par rapport au sujet de ma précédente vidéo avec une collaboratrice. Il me dit, lui, et qui me sort des lieux communs montrant qu'elle n'a jamais rien écouté de plus que 9 secondes. Et c'est les headlines les gros titres, de médias qui attaquent, de trucs. C'est pas aussi caricatural que ça. Pourtant, le gars me débecte et m'agace par ailleurs. Mais on peut pas être aussi caricatural de dire, il a fait ci. Quoi? Condamné pour qui? Pourquoi? Quand? Où? Rien. Et en fait, le problème, c'est qu'on fait ça tout le temps. Et c'est extrêmement dangereux, ce sujet-là. Donc, il faut vraiment marcher sur des œufs et faire attention. La conscience de soi, c'est fondamental. Il faut être connecté au réel. Il faut vraiment pas, comme ça, se disperser. Et je fais vraiment attention avec cette société binaire qui vous ralentit, parce que c'est un véritable problème. Donc, dans mon 2e livre, je parle de ces briques qui vous constituent. Et dans le 3e, La Tempête, je parle de la flexibilité. C'est quelque chose qui échappe à beaucoup de monde. Quand on maîtrise les bases, quand les fixations des skis
vous savez que j'aime bien cette image, sont solides. Ensuite, on travaille la flexibilité des articulations et des bras de levier, donc les chevilles, les genoux, la ceinture pelvienne, la ceinture scapulaire, la tête, etc., les bras. Et globalement, on est capable d'avoir un mixte, quand on descend en champ de bosse, entre la stabilité des fixations, parce qu'il faut être solide dans ses appuis et ses connaissances, et la flexibilité des articulations pour avoir l'air d'un chewing-gum qui dévale la piste. Et cette image est fondamentale, parce que c'est cet exercice doublon que vous devez faire. Et souvent, les gens qui lisent un bouquin pensent avoir acquis les informations. Ils disent c'est bon, j'ai pas besoin de lire les autres. Moi, c'est une trilogie. Et le troisième, c'est quasiment le plus important, mais tu peux pas le lire si t'as pas lu les deux premiers parce que tu vas rien comprendre et tu vas perdre la substance du fondement. Tu vas travailler la flexibilité de tes articulations, mais tu vas pas serrer les skis. Donc le problème, c'est comme tu vas pas serrer les fixations sur les skis, bah à la première bosse, t'as le ski qui part à gauche comme ça, tu tords le genou et tu te pètes le tibia. Voilà. Pourquoi ? Parce que ça se fait de façon progressive. Et non, tu ne peux pas faire l'économie du parcours quand tu as véritablement envie de changer quelque chose. Donc dans cette trilogie, je parle de ça. Je vais le décortiquer ici. C'est pour ça qu'on fait une vidéo qui est complète et qu'on prend le temps. Mais par contre, si tu veux vraiment, parce que la lecture n'a rien à voir avec l'écoute, interpréter les choses, te les approprier, pouvoir surligner, revenir dessus, peut-être prêter ce bouquin à quelqu'un et que ça ait un impact aussi dans ta vie autour de toi, parce que tu es là pour ça. Parce que la raison pour laquelle je crée les contenus, qui est d'agglomérer des gens qui pensent de la même manière, mais qui pensent des choses différentes, c'est-à-dire qui ont des conclusions singulières parce qu'on respecte ça, c'est aussi la raison pour laquelle tu es là. Et donc, qu'est-ce que tu te dis, toi ? Tu te dis, putain, j'avais pas pensé à ça. Moi qui essaie tout le temps de corriger un peu le tir avec ma sœur, mon père, ma mère, mes amis, mon frère, mon collègue. Et si je lisais le bouquin de Dompé, par exemple, et que de façon tout à fait subtile à un anniversaire, je l'offrais à quelqu'un. Je t'ai pas dit de l'acheter en double. Ça se file des bouquins. Fais pas ça. Si je suis pas J.K. Rowling, ça changera pas ma vie. Relaxe-toi avec ça. Prête-le, c'est pas grave. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont tellement corrects, par contre, c'est bien ça. Et qui se disent non, mais je vais l'acheter, je vais truc. Pourquoi pas ? Moi, c'est vrai que je fais ça. J'achète, j'offre, je trouve que c'est quand même symbolique. Mais si tu as un niveau de moyen qui est plus modique, fais l'acte du don. La connaissance se multiplie. C'est pas quelque chose qui soustrait. Ça m'enlèvera rien, ça t'enlèvera rien à toi. Peu importe que tu le prêtes ou que tu l'offres, tu fais ça. Et tu laisses la magie opérer de. Il va ouvrir un truc, puis il va lire, il va dire « Ah !» Et peut-être qu'il va interpréter les choses et que vous allez avoir des conversations sur ce qu'il a lu. Et d'ailleurs, tu peux prendre des rendez-vous avec tes proches. Je digresse encore une fois. C'est ma façon de fonctionner, on revient toujours au propos. Le point, c'est quoi ? C'est que tu peux peut-être construire une relation comme ça, complice, dans laquelle tu dis « Tu sais, il y a des sujets que j'ai peut-être du mal à aborder avec toi, c'est peut-être ma faute. » Remets-toi toujours au centre, hein, c'est peut-être ma faute. Mon conditionnement, mes peurs, mes barrières, peu importe. Mais j'aimerais les aborder avec toi. J'ai lu ce type-là et il dit un truc intéressant, j'ai vraiment envie que tu puisses juste lire ce chapitre, juste un. Et je veux bien qu'on en parle, j'ai vraiment envie d'avoir ton idée, ton retour, ton avis. Je veux que tu me dises ce que tu en penses. Et là, ça part d'un chapitre à, ok, il faut que je lise la suite et tu verras, la magie va opérer avec quelqu'un qui a une source exogène à ta famille, à ton environnement, et qui va avoir de l'impact parce que tu as fait un transfert d'autorité, parce que j'articule des mécaniques de réflexion qui font sens, et d'ailleurs, tu peux t'en assurer sur Amazon, il y a des centaines de commentaires 5 étoiles de partout, c'est pas pour rien, je connais pas tous ces gens, donc à un moment donné, si tu as envie de savoir aussi quelle autorité donner au sujet, tu peux. Je suis pas là pour te vendre mes bouquins, je suis juste là pour t'expliquer, même si c'est une finesse que je viens de faire, t'expliquer pourquoi j'ai écrit. J'ai écrit parce que c'est très important de développer la conscience de soi, et d'articuler ça d'une façon simple. 4 filtres. Il faut travailler pour connaître tes valeurs, tes objectifs, tes besoins primaires et tes priorités du moment. Même si tu l'as déjà entendu, parce que souvent, vous allez me dire « Ouais, mais Dompé, je t'ai déjà entendu dire ça, c'est bon, je connais. » Réécoute 2 minutes parce que tu crois que tu connais. Vérifie que tu sais. C'est une phrase de mon père, ça, tout le temps. Quand il me donnait l'occasion de réviser une leçon, de la relire, je disais « Ah, mais c'est bon, je sais. » Il me disait « Non, tu crois. Mais vérifie, je t'ai donné une opportunité de doubler. Je t'ai donné une opportunité de t'assurer que tu ne te trompes pas. Prends-la toujours. Saisis l'opportunité de double-checker. La confiance n'exclut pas le contrôle et mieux vaut 2 fois qu'une. Et donc, qui peut le plus, peut le moins. Je peux continuer toutes ces phrases comme ça parce qu'elles font énormément de sens. Donc, vérifie, prends 2 secondes. Premier préfiltre, et c'est très important, ce sont tes valeurs. Souvent, et c'est même systématique, les gens me disent « Mais Dompé, j'arrive pas à exprimer les valeurs qui sont miennes. C'est un peu, tu sais, c'est des trucs un peu comme ça. Il faut connaître ses valeurs, ça veut dire quoi ?» Et on a un problème. Si je te demande quelles sont les 10 valeurs les plus importantes pour toi, et que tu n'es pas capable de me répondre, on a une problématique. Ça signifie que tu ne te connais pas assez. Comment on identifie des valeurs profondes qu'on incarne et pas seulement qu'on pense avoir en tête ? Attention, hein, faut être très concret et honnête avec toi. En regardant ce qu'on déteste. Et en fonction de ce que tu détestes, en face, il y a ce que tu aimes profondément. Et crois-le, c'est beaucoup plus facile pour ton cerveau d'aller dans le penchant négatif et dire « Ah, ça j'aime pas » que de penser à ce qu'il aime. Donc, qu'est-ce que t'aimes pas ? Par exemple, moi j'ai souffert de beaucoup de gens qui ont menti autour de moi. La malhonnêteté et le mensonge sont des trucs qui m'horripilent. Donc j'aime l'honnêteté, qu'elle soit intellectuelle, la probité, l'honnêteté en relation humaine, amicale, c'est vraiment mon standard numéro 1.
c'est peut-être pas le tien. Il y a des gens qui n'ont pas de problème avec ça. Moi, j'ai rencontré plein d'arnaqueurs qui n'ont rien à foutre d'être malhonnêtes. C'est vraiment, et dans leur schéma à eux, il n'y a pas de problème. Parce qu'ils sont moins empathiques, ils ont moins de sensibilité. Il y a aussi des réalités génétiques derrière ça qu'on ne veut pas évoquer, mais que moi j'évoque souvent. Peu importe. Tu travailles ce qui t'agace le plus. La deuxième chose, moi qui me heurte, et je te donne des exemples, pas pour que tu aies le même filtre que moi, hein, c'est très personnel ça, c'est l'injustice et / l'infidélité, c'est un peu lié. C'est-à-dire les notions de trahison, d'injustice, des choses qui ne sont pas méritées. Vous le comprendrez quand je parlerai de mon 6e livre qui sort début décembre, on va y venir, on va en parler dans cette vidéo un petit peu. Vous comprendrez beaucoup mieux pourquoi ce sont des notions qui me sont difficiles. Parce que j'ai un conditionnement il est quantique tellement il est fort de ma vie passée par procuration personnelle, vécue ou observée, qui toute ma vie m'a montré des exemples extrêmement francs, extrêmement forts de l'amour pour la justice, d'à quel point l'injustice est douloureuse et d'à quel point l'infidélité et les notions de trahison n'amènent rien de bon dans les relations humaines, lesquelles sont le précédent d'avoir une vie épanouie et heureuse au passage. C'est-à-dire qu'avoir de belles interactions, de belles relations entre les êtres humains, c'est selon moi un fondement de ton épanouissement quotidien, et je crois qu'on a tendance à l'oublier dans une ère très individualiste et qui malheureusement nous sépare au lieu de nous unir, alors qu'on est à l'ère de la communication, on n'a jamais été aussi connectés. Tout ça est très dichotomique et paradoxal, mais voilà le monde dans lequel nous vivons. On essaie du coup de donner un petit peu de bon sens ici. Donc pour être aligné sur le fameux propos, vos valeurs, vous les identifiez comme ça, le top 3, le top 5, le top 10. Essayez de faire cet exercice-là. Vous mettez pause et vous dites qu'est-ce que je déteste fondamentalement ? Ok, qu'est-ce que j'aime ? Et là, ça forge vos valeurs. Voilà, par exemple, honnêteté, justice, fiabilité, dignité, enfin toutes ces choses-là, vous les notez comme ça. Gentillesse, générosité. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui ne dit pas merci, naturellement, ça me dérange profondément. Ça me dérange pour 2 raisons. 1, parce que tu montres que c'est pas ton logiciel génétique, c'est pas ancré en toi. Donc là, on a un problème, c'est-à-dire que t'es pas dans la générosité naturelle que j'ai envie d'avoir avec les gens autour de moi. C'est-à-dire que t'es pas quelqu'un qui est, par définition, reconnaissant, puisque tu te comportes comme si tu prenais tout pour acquis. T'es pas dans la conscience du fait que quelqu'un vient de faire un effort matériel, immatériel, de te donner son temps, son énergie, peu importe. Tu ne t'en rends pas compte et donc c'est déjà pas en toi. Ça me gêne. Mais on a un deuxième layer, une deuxième couche, c'est que ce n'est même pas fait dans ton éducation comme quelque chose qu'on a rajouté en te disant bon, c'est pas ton style d'être reconnaissant, 2 minutes, ça se fait, en fait. Et là, j'ai un problème. C'est-à-dire qu'en termes d'éducation, tu n'as pas appris, donc tu n'as même pas la correction de le faire. Je suis dans un restaurant, tu parles pas bien au serveur, tu dis pas merci, t'es pas reconnaissant, t'es le genre d'individu, parce que vous êtes comme ça, ceux-là. Ils sont pas nombreux sur cette chaîne, sinon parce qu'on attire les gens qui sont comme ça. Mais j'ai remarqué ça, et c'est pour ça que je crée des contenus, je vous ai déjà dit. La vérité, c'est que t'es le genre de mec qui arrive à une caisse et qui regarde pas le caissier ou la caissière en face. Tu prends pas le temps. Je pose toujours la question aux gens quand j'arrive dans un magasin. Bonjour, comment allez-vous ? À chaque fois, il me regarde comme ça. Qu'est-ce qu'il a, lui ? 2 minutes, là. Vous allez bien ? Ça va aujourd'hui ? Ça va ? C'est une petite formule de politesse. Bien, merci à vous. Super. Du coup, je me permets de vous déranger, j'ai une question. Et ça prend 2 secondes. Et bonjour, et au revoir, et de souhaiter une belle journée à la personne. Elle est considérée. Parce qu'en fait, si elle n'est pas là à toi, il y a tout un tas de trucs de ta vie qui sont moins drôles. Et encore une fois, il y a que quelqu'un qui n'a pas vécu des positions de service ou des positions socialement un peu, parfois même dégradées ou dégradantes, pour se comporter comme un gros con. Moi, je te le dis, ayant travaillé dans le service, sachant ce que c'est, que d'être un type, voilà, ma pizza, elle est là, faut qu'elle arrive plus vite, etc., te brûler les mains avec la pizza qui sort du truc. Tous les serveurs comprennent ce que je raconte là. Te tromper, on te fout la pression, on te demande un cocktail, mais t'es pas bartender, tu sais pas le faire, t'es là. Des trucs comme ça, je les ai vécus dans tous les sens. Et cette pression a fait que j'ai créé de l'empathie avec les gens qui servent, par exemple. C'est un exemple. Moi, j'aime pas le manque de politesse. Et donc, quand quelqu'un n'est pas poli, quand quelqu'un n'est pas dans une générosité, red flag personnel, je vais l'écarter progressivement de ma vie personnelle. Si c'est en couple, ça va être systématique. Si c'est des amis, ça peut que je les vois occasionnellement, mais en principe, ça me dérange. Vous voyez ? Et vous construisez comme ça votre personnalité. Donc, c'est important. Pourquoi ? Parce que en structurant ce que vous êtes, en développant cette conscience-là, lorsque quelqu'un va venir à vous, lorsqu'on va vous présenter une opportunité, qu'on va vous dire tiens, on peut s'associer, vous filtrez. Est-ce que c'est OK ? Est-ce qu'on est connecté là ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe ? Ou est-ce que c'est antinomique ? Est-ce que c'est opposé littéralement à ce que je suis et à ce qui est important pour moi ? Si tu as des gens qui sont autour de la table et qui, par exemple, sont fourbes et qui te présentent une opportunité magique et où tu sais que tu vas arnaquer tout le monde,
Le fais pas. Oui, tu vas me dire, ouais, mais ça sert mes objectifs, parce qu'on va y venir. N'oublie pas, il y a 4 étapes. Et l'étape d'après, c'est les objectifs. C'est un autre filtre. Tu vas dire, mais ce filtre-là des objectifs, ça le sert. Ça sert mes objectifs. Et peut-être même celui des besoins primaires et des priorités du moment. Mais par contre, celui des valeurs, c'est pas top. Il faut que ça marche en synergie. Tu peux pas faire un truc qui soit OK, par exemple, valeur, mais non pour les objectifs, ou inversement, quelque chose qui soit antonyme, l'opposé de ce que t'es au niveau de tes valeurs, et de l'autre côté, qui soit OK pour les objectifs. Parce qu'à un moment ou à un autre, tu vas d'abord, de façon psychosomatique, finir par avoir quelque chose qui va se passer. Je te le dis très concrètement, c'est pas ésotérique comme propos, mais quand tu es stressé, c'est normal, il y a des mécanismes qui se produisent, le foie, le nerf phrénique, les capsules, le truc, le trapèze, une pointe, c'est classique ça, c'est physiologique, c'est pas lunaire, quand bien même on est aussi un petit peu connecté à cette planète, je rappelle, c'est pas pour rien que si je te touche pendant que je marche et que ça crée un peu d'inertie, tu vas sentir un petit bzit, tu vois, il se passe un truc entre nous, donc sans être ésotérique, on peut aussi se rappeler qu'on est quand même des êtres moléculaires dans un univers, je l'ai dit tout à l'heure, qui est bien plus grand que nous, petite parenthèse, donc il y a des choses qui se passent et c'est quand même important, donc il faut faire les choses de façon cohérente parce que sinon tu vas voir à un moment donné ça va pas aller en fait, tu vas te déshonorer et tu vas te sentir tellement mal que ça va exploser et tu vas faire comme beaucoup de gens qui sont dans une zone grise qu'ils ont laissé beaucoup trop longtemps se propager et grandir, tu vas comme une bouteille de champagne exploser d'un seul coup, sans aucun discernement, sans aucune posture calme, sans possibilité de discuter posément avec tes proches, en pesant le pour et le contre, tu n'en seras plus capable. Pourquoi ? Parce que tu es allé au rupteur, tu es allé sur ton plafond de verre. Et ça, c'est ma limite, ça y est, j'y suis, et boum, ça sature. Violence physique, violence orale, violence morale, la fameuse toxicité. Elle est souvent la conséquence de ta saturation, c'est parce que tu n'as plus les moyens d'encaisser, tu n'as plus les moyens de répondre, tu n'as plus les moyens de gérer. Tu es dans une zone grise très grave, dans laquelle tu as laissé s'amonceler des problématiques qui, au cumul, plus elles grandissent, plus elles t'obstruent la vue et plus tu ne vois plus aucune possibilité de solutionner. Et quand tu es acculé parce que tu étouffes, tu mets des grands coups de poing partout parce que c'est la seule chose que l'être humain sait faire. Alors certains le font verbalement, certains le font moralement, implicitement, parce qu'il y a aussi des manières dans les gestes et les attitudes au quotidien d'être extrêmement violent sans forcément l'être verbalement ou physiquement. Petite digression sur le fait que vous pouvez parfois subir ou être coupable de choses qui sont très vislardes sans rien dire et sans rien faire de physiquement agressif, donc ça aussi ça existe, et puis après il y a aussi les débordements physiques, et il est vrai que cette violence physique est très souvent masculine. Pourquoi ? Parce que mue par une hormone qu'est la testostérone, et donc naturellement quand tu débordes, la seule chose que tu sais faire c'est d'éclater la table, ou malheureusement parce que t'es un gros con qui se contrôle pas, la personne en face de toi. Bon, ça, il faut absolument que tu le travailles. Donc tu vois, tes valeurs sont fondamentales parce que c'est ce qui te permet de filtrer comment tu sors de cette zone grise. Une zone grise, c'est souvent plusieurs choix. C'est souvent une complexité de positionnement. Je sais pas par quelle boule prendre, je sais pas quoi faire, à quel sein me vouer, qui écouter. Ça, là, tu vas y répondre déjà en filtrant comme ça. Est-ce que c'est OK avec mon système de valeurs ? Et évidemment, avec ton top 3, top 5, il se peut que de temps en temps, il y ait quelque chose qui soit écorché, ne soit pas littéral non plus. C'est pas le but. Mais pour ton top 3, top 5, les choses fondamentales de la personnalité qu'est la tienne, ne pas l'identifier est une mise en danger énorme. Parce que si tu n'identifies pas de quel bois tu es fait et ce que tu es prêt à tolérer, alors tu vas entrer dans une voie qui va te filer un ulcère, qui va te conduire dans le fameux burn-out, la dépression, parce que personne t'a jamais dit qu'avant de prendre une décision, on va pas à la va comme je te pousse parce qu'il y a de la lumière sous la porte. Non, on dit pas oui à une relation de couple parce qu'on s'est fait dater sur Tinder et ça a l'air pas mal. Non, en fait, au préalable, on s'assure 2 minutes qu'il y a un fit sur ces choses-là. Et après, on va parler des objectifs, bien évidemment, qui sont tout aussi importants a fortiori dans la relation humaine. Et j'essaie de pas parler que ou de business ou de santé ou de trucs, mais j'essaie aussi de vous parler de ça parce que je sais que votre intérêt, c'est aussi les mécaniques des relations humaines / de couple. Ça fait partie des sujets fondamentaux que vous avez. Bon, dans ce terrain-là, c'est la même chose. Il faut qu'il y ait des valeurs communes et des objectifs communs. Et le couple devient, je dirais, un véhicule commun dans lequel on va essayer de créer quelque chose, si c'est possible, au XXIe siècle, de passer quelques décennies ensemble dans le format de la famille nucléaire qu'on a connu, je dirais, dans une époque qui révolue. Mais voilà, peut-être que c'est possible, peut-être pas. En tout cas, si c'est votre objectif, il faut le nommer, il faut l'identifier et pas aller à la va comme je te pousse parce que oui, mais il est beau, oui, mais elle est belle. Non, non, tu te respectes, tu connais ta personnalité, tu as 2-3 trucs principaux, alors pas une liste de 32, hein. Tu peux l'avoir, la liste, mais sans être protocolaire, juste 2-3 trucs d'intuition, et quand tu vois que tu perds ton temps ou que ça va mal finir, tu fais des projections linéaires, tu sais faire. Quelqu'un qui dit jamais merci, c'est quelqu'un qui va éduquer tes gamins sans aucune politesse, tout est acquis, une culture très pays de l'Est d'ailleurs, je caricature, mais c'est la réalité, très, c'est comme ça, voilà, t'amènes la structure financière, t'es le mec, moi je profite, je truc, bon, si c'est ton format, si c'est pas ton format, on a un problème. C'est-à-dire là, attends, c'est quoi la projection ? On va éduquer mes gamins d'une manière qui me convient pas du tout. Parce que moi, s'ils disent pas bonjour et merci aux gens, on va y avoir un problème. Donc, c'est tellement fondamental que là, faut qu'on parle, en fait. Parce que quand je projette, le fait que tu te comportes comme ça,
bah demain, tu rajoutes des gosses dans l'équation, c'est ça faire une projection linéaire. Pas exponentielle. Hein. Exponentielle, c'est faire d'un grain de sable un problème démesuré. Sois pas con. Projection linéaire, c'est il se passe ça. Ça fait 11 fois que je t'observe dans des moments de vie te comporter comme ça. Je vois que t'as pas ça. Et si on fait des enfants, bah tu l'auras pas non plus. Moi, la générosité de mes gosses, c'est fondamental. Le fait qu'ils soient polis, le truc, ça fait partie des choses qui sont pas discutables. La notion de justice, c'est la même chose. Le fait qu'ils soient pas là en train de devenir des agresseurs potentiels de gamins, parce que les gosses sont des monstres entre eux, tu peux être du côté de celui où le gamin subit, mais tu peux aussi être celui où le gamin, c'est lui qui crée les problématiques. Et c'est tout aussi horrible, voire même... J'ai pas envie de dire plus et de comparer, mais en tout cas, tout aussi problématique de savoir que tu es le père ou la mère de gamins qui sont ceux qui agressent les autres. Tu n'as pas vraiment envie de ça. Donc tu fais des projections linéaires. Je cite pour les relations humaines le sujet enfant parce que je pense qu'il cristallise beaucoup de choses, de projection de nos valeurs et de ce qu'on veut transmettre dans la mesure du possible et du contrôle qu'on peut avoir sur les schémas éducatifs qu'on offre aux enfants, qui sont, quoi qu'on en dise, le setup qui leur permet d'avoir un pied dans la vie et d'avancer, je dirais, dans un monde qu'ils découvrent et où on leur apprend à la fois quoi dire, comment parler, quels mots sont consacrés à quelle situation, quelle attitude convient dans tel et tel moment. Et bien dans ce monde-là, je pense que ces projections, si on parle de relations personnelles, sont importantes à faire. Au niveau du professionnel, bah, c'est pareil. Au niveau du professionnel, tu fais des projections, tu dis là comment tu te comportes quand il s'agit de faire une page de vente et t'as pas de problème à mentir un truc, bah en fait ça signifie quoi? Ça signifie que tu me mens à moi aussi. Et que du coup, quand tu me dis quelque chose et qu'on discute de revenus, d'augmentation, en fait, tu es en train de me mentir. Donc voilà, ces sujets-là sont des expressions qui sont des prémices de quelque chose te permettant d'extrapoler de façon linéaire, pas excessive, et de comprendre où est ton positionnement, d'arrêter d'être dans une zone grise et de te dire putain, c'est ça qu'il fallait que j'entende. En effet, je dois rompre cette relation. En effet, je dois arrêter de travailler avec ces gens-là. C'est bon, c'est clair. Pourquoi? Parce que c'est ça, là, tu viens de mettre le doigt dessus. Maintenant, les objectifs, c'est quoi? Bah, c'est ce que tu veux professionnellement, personnellement, à court, moyen, long terme. Très difficile à définir à long terme, beaucoup plus facile à court terme. Souvent, dans le truc de fixation d'objectifs, on t'explique qu'il faut te faire un vision board, mettre les voitures, le truc, ce que tu veux. Je suis pas pour ce genre de truc de façon excessive. Tu peux faire l'exercice, mais je suis beaucoup plus pragmatique que ça. Tu vas utiliser la méthode SMART parce que c'est la meilleure pour moi. Un objectif doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et limité dans le temps. Voilà, donc j'en parle dans les bouquins, il y a plein de vidéos qui en parlent, c'est pas mon concept. Hein. Donc tu vas chercher ça un peu partout, mais c'est je dirais une manière synthétique, une méthodologie qui fonctionne bien, en disant voilà, mon objectif c'est quoi? Bah là, c'est j'ai soif, bah, je bois, c'est spécifique. Ouais. C'est mesurable, je bois une gorgée parce que j'ai pas envie de faire 8 secondes d'interruption, donc j'en bois pas 32. Tiens, j'en bois une autre. C'est mesurable aussi. Voilà, je viens d'identifier que je me rends compte où est-ce que j'en suis dans ma petite canette. C'est limité dans le temps. Oui, parce que je vais pas boire pendant 2 heures, je bois pendant un truc. Bon, c'est un exemple à la con là, que je viens de prendre, mais comme ça tu comprends. C'est réaliste, je peux boire 2 gorgées. Après, si je me dis je vais boire 8 litres, c'est compliqué. Et puis, je l'ai déjà dit, limité dans le temps, mesurable, atteignable, réaliste, ouais, c'est bon, j'ai tout fait. Voilà, et puis limité dans le temps, parce que forcément, il y a une temporalité. Donc voilà, je lis le chapitre 21 parce que j'ai un cours, un examen, mardi à 18h, et le chapitre 21 fait 12 pages. Voilà, c'est pas compliqué. Et tu lis en fonction, et tu prends, je dirais, la décision d'agir en fonction de quelque chose qui est spécifique. Au niveau de tes objectifs personnels, c'est un peu pareil. Est-ce que tu veux une maison? J'en parlais moi tout à l'heure. Est-ce que tu veux une voiture? Est-ce que tu veux voyager? Est-ce que tu veux ce genre de choses? Moi, je suis animé par le voyage pas mal et par le fait d'actes de générosité me permettant de passer du temps avec les gens. Alors attention, on y reviendra peut-être après, mais à pas mélanger ce que veulent réellement les gens. Les êtres humains qui t'aiment autour de toi, ils veulent souvent ton temps, ils veulent des moments de qualité. Bien plus que des moments qui soient bling-bling. Hein, c'est pas juste de dire je t'ai offert ceci, je t'ai offert cela. Je sais que c'est un langage de l'amour de beaucoup d'hommes, ça. C'est souvent une maladresse très masculine. En vérité, par exemple, ta maman, ton papa, tes enfants, ils veulent du temps. Et du temps dans une voiture de luxe ou du temps pas dans une voiture de luxe, ils s'en foutent. Donc attention aussi de ne pas perdre le cap et de comprendre ce qui est important. Cela étant dit, on peut mettre les gens dans un certain confort et les capitaux et le confort matériel augmentent le niveau de bien-être, pas le niveau de bonheur. Le niveau de bonheur ou d'épanouissement est lié à la cohérence pour moi et même les deux pieds dans la merde. Moi, je suis pas un type qui pense qu'il faut que tu attendes d'être heureux une fois que tu obtiens l'objectif final. Il n'y a rien de plus stupide parce que ça n'arrivera pas. Mais par contre, dans le chemin, parce que convaincu d'avoir pris la bonne direction et non pas la bonne décision, parce que connecté au réel et conscient que cela n'existe pas, eh bien, tu vas te satisfaire de l'idée selon laquelle, même si tu es en ce moment et présentement dans la difficulté, eh bien, c'est bon, je suis dans le bon chemin et à un moment donné, ça va me conduire vers. Et l'amour du parcours devient passionnant, te permettant bien évidemment d'apprécier des moments qu'on va appeler des arrêts au stand, dans lesquels tu es récompensé, dans lesquels il y a des choses bien qui se passent. Et quand ça se passe, je t'en prie, prends 2 minutes, regarde autour de toi et dis-toi, c'est pas mal quand même. Tu vois, et je peux l'avoir là, tiens.
Ce genre de moment, je peux l'avoir là. Maintenant que je t'en ai parlé, mon cerveau, il va vers ça. Regarde. Je suis là, je tourne la tête. On est dans nos studios, 250 mètres carrés à Nice, 400 promenades des Anglais. Nos bureaux sont là, nos équipes, nos trucs. Je touche un mobilier de qualité. Un jour, j'ai voulu une canette parce que je bois des énergy drinks de temps en temps. Je voulais pas qu'il y ait de conservateur dedans. Je voulais qu'il y ait un vrai taux de caféine, pas 80 grammes, qu'il faut faire 38 kilos pour qu'il y ait de l'impact. 200. Je voulais qu'il y ait de la L-tyrosine pour le cerveau. Je l'ai formulé avec Chris. Il m'a dit, tiens, je t'ai sorti ce qu'il te fallait. Je voulais une canette un peu stylée parce que j'ai un goût pour ça. Donc, je l'ai designé, j'ai fait un mock-up et puis voilà, vous avez une canette là qui est là. Et en fait, elle est dans ma main maintenant. J'ai un peu de gratitude pour avoir la chance d'avoir pu faire ça. Alors oui, dans le dev perso, on parle de le travail, plus tu travailles, plus tu as de la chance, c'est un truisme. J'en ai rien à foutre de ça. Corrélation n'est pas causalité. 95% des gens qui travaillent dur et avec acharnement n'auront jamais la chance de vivre ce que je suis en train de vivre là. Une équipe incroyable qui est arrivée, qui m'a tout set up, qui m'a tout mis en place. Mon petit verre d'eau, ma petite canette toute fraîche qui était dans le frigo. Parce qu'en plus, Magic Marie pense à tout, je la salue. Et Léa et les équipes aussi, mais c'est Marie qui s'occupe de ça. Je regarde les lumières, le style, les micros, le truc, enfin je sais pas, il y a rien qui merde, tout fonctionne bien. La régie, la présence des gens qui travaillent en coulisses. Tu prends 2 minutes et t'as un petit temps de gratitude, la vraie, pas celle là du... tu sais, je sais pas de faire un câlin, de faire un câlin aux arbres et tout. Fais ça si t'as envie, hein, c'est cool, hein, sois connecté à la nature. Je suis pas en train de te dire ça. Je suis en train de te dire juste d'être pragmatique et de te dire, putain, bon sang, j'ai de la chance. C'est cool, là, ce que je suis en train de vivre. Et voilà, et tu fais le tour et tu observes et tu dis, franchement, c'est bien. Et hop, on avance vers le truc suivant. Parce que sinon, tu es toujours dans l'expectative future. Donc, c'était une digression sur les notions épanouissement, bien-être, bonheur. Il faut dissocier ces notions-là. Hein, la réussite matérielle et financière ne donnera que plus de bien-être. C'est mieux d'être dans un 5 étoiles et un palace que d'être dans un Formule 1. Crois-moi, je connais la différence. Oui, aujourd'hui, j'ai atteint un niveau de vie qui fait qu'il y a un standard que je ne décide de ne plus baisser. Mais j'ai aussi conscience que... in fine, tant que je suis avec des gens que j'aime et à un bon moment, ça va bien se passer. Donc voilà, c'est important de fixer des objectifs qui soient concrets, tout en n'étant pas perdu sur ce qu'ils devraient être et le moteur qu'ils représentent. Donc des objectifs perso et pro qui soient surtout le plus proche de soi. Et justement, on parle souvent d'action massive et proche de soi. Ce sera le 3e volet, après qu'on ait parlé de la conscience des autres et du monde. Pour l'instant, on parle de la conscience de soi. Il faut absolument que ces objectifs te conduisent dans une action qui est de proximité. Les plus petits devant toi. C'est pour ça que j'aime planifier les choses et noter ce que j'ai à faire dans un agenda. Regarder sur mon iPhone la projection jusqu'à la fin de l'année, avoir des enjeux, des échéances, des choses qui sont de court terme, de moyen terme et de plus ou moins long terme, avec des ambitions. Par exemple, cette année et en fin d'année, j'ai la sortie de mon 6e livre, c'est mon enjeu de l'année. Au milieu de la partie personnelle, j'ai l'envie d'offrir un petit voyage à ma maman et à sa meilleure amie, je vais les emmener en Jordanie. Je suis en train le pays que j'adore et qui est l'un de mes plus beaux voyages, j'ai envie de voir si j'arrive à le caler dans l'emploi du temps. C'est compliqué, mais j'aimerais beaucoup le faire pour l'anniversaire de ma maman. Ça fait partie de mes objectifs personnels. J'ai, comme tout le monde, un enjeu de planification financière, mais surtout, dans mon cas là, c'est surtout un enjeu de planification temporelle. C'est-à-dire que j'ai à voir si ça peut rentrer dans le planning. Est-ce que j'ai pris du retard ou de l'avance sur mes projets? Par exemple, si j'écris le livre et que je finis d'écrire le bouquin, par exemple, dans 1 mois, je peux me permettre peut-être de lever le pied. Si je suis en retard, je ne pourrai pas prendre une semaine parce que ma présence ne sera pas celle qu'elle doit être. Et d'ailleurs, apprendre, si on est dans la saison de vie permettant d'offrir un temps de qualité aux gens, c'est pareil, ça c'est un truc qui se maîtrise. Bon, c'est encore une fois une petite digression, mais elle ramène toujours au sujet des objectifs perso-pro qui doivent être de proximité, pas trop éloignés, parce qu'en fait, sinon, tu es toujours dans un espèce de mode démo, de la projection illusoire, de quelque chose que tu n'atteindras jamais, qui est plus un fantasme qu'un objectif. Tu es dans l'ordre du rêve, là. Le rêve, tu dois le transformer en objectif. Et pour le transformer en objectif, tu dois le découper. Donc tu découpes et hop, tu prends le truc le plus proche de toi. Et si tu es en train de me dire, mais Dompé, je suis dans une zone grise, je suis perdu, je suis marchand de biens, j'ai ma résidence principale, j'ai 12 lots dans 2 immeubles répartis, j'ai telle opération en cours, par exemple, j'ai un ami là qui arrive demain, il prend l'avion, il a 12 millions d'euros investis en 1 an et demi dans de l'IMO. Et l'autre jour, on s'est vus ensemble, et puis parce qu'on investit ensemble dans un projet, et il me dit, Dompé, c'est un peu stressant, c'est vrai, et s'il y en avait un qui merde, faudrait faire de l'arbitrage. Projette pas des problèmes qui sont pas là. Sois conscient, pas inconscient, mais par contre, on est là, on avance. Si jamais il y a une problématique, on fera cet arbitrage-là. Tu diras, faut que je vende un bien et tout, mais peut-être t'as perdu un peu de sous là, t'en as gagné. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ça marche comme ça. Donc tu te stresses pas, tu regardes les actions que tu dois faire maintenant, tout de suite. Dès qu'il y a un problème, tu te mets en mode solution, lié à l'objectif. Ça, c'est vraiment mon conseil. Donc tu te connais, tes valeurs, tes objectifs. Ensuite, tu connais tes besoins primaires. Tes besoins primaires sont des choses qui sont impalpables et peut-être très différentes, d'ailleurs souvent différentes d'une personne à l'autre. Moi, j'en ai, c'est de faire du sport tous les jours. Où que je sois, il faut que je puisse m'activer.
J'aime marcher. Donc, il faut que je sois dans des lieux de vie où il y a des beaux endroits où je peux marcher. Parce que j'aime, quand je marche, avoir une vue qui m'inspire. Moi, j'aime les vues. Je suis pas particulièrement matérialiste. Tu vois pas forcément les lieux de vie que j'ai. Pourtant, ils sont confortables. Mais tu vois les vues à chaque fois. Parce que moi, c'est ce qui m'active. Un lever, un coucher de soleil, c'est un truc qui me donne beaucoup d'énergie. Peut-être pas toi. Tu vas me dire, la foutre, moi, du lever de soleil. Chouette. Fais ton truc. Identifie ce qui est important pour toi. Peut-être que tu as un lieu de culte. Peut-être que la ville où on te propose d'avoir une opportunité professionnelle est une ville dans laquelle il n'y a pas le lieu de culte dont tu as besoin. Peut-être que tu es surfeur. Et du coup, quitter la côte ouest française te fait schmir, comme disent mes amis suisses, à qui je fais un petit clin d'œil, parce que tu te dis, de bleu, ma volonté, c'était pas d'aller à Genève, même si le lac c'est beau, c'était de continuer à faire du surf. Du surf sur le lac Léman, ça va être compliqué. Donc tu vois, il faut que tu décides ça. Il y a peut-être quelque chose qui t'anime, qui est fondamental, mais que tu n'as peut-être pas identifié toi. Parce que ça fait partie de ta vie tous les jours, et hop, tu saisis une opportunité qui t'empêche de le faire, et d'un seul coup, tu t'es tellement décalé d'un truc qui t'animait, qui te donnait la raison d'être, de ta vie sociale, de tes interactions, de tout ce que tu faisais professionnellement, socialement et financièrement, qui était du coup un moteur pour vivre ces moments-là, qu'en fait, tu te désarçonnes tout, et tu déséquilibres tout. Un peu comme le jeu, tu sais, ça s'appelle Jumbo, je crois, où tu mets une construction en bois, et après, t'enlèves le truc là. T'enlèves, et poum, il y a tout qui tombe. Mais t'avais pas l'impression que d'enlever cette petite pièce, ça allait provoquer ce cataclysme. Et pourtant, c'est ça que ça fait. Donc attention à bien connaître tes besoins primaires, qui sont subtils, souvent ésotériques, spirituels, personnels, peu importe, il faut que tu les connaisses afin de ne pas prendre des décisions qui soient contre ça. Simple. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans ta zone grise, là où tu sais pas par quelle boule prendre, par où commencer, tu sais quoi faire, mais souvent t'es on-off parce que voilà, t'as tellement peur que ça marche pas, de prendre la mauvaise décision. T'as compris que c'est bête, c'est stupide, d'aller perdre ton temps, etc., que finalement, tu fais comme un soufflet, quoi. Ça monte, ça retombe, ça monte, ça retombe. Peut-être tu secoues le puits pour faire monter de l'eau, puis en fait, quand l'eau apparaît, tu lâches le puits, puis tu fais autre chose. Du coup, elle descend. Il faut tout recommencer de zéro. Parce que tu avais créé une dynamique où le puits, il avait fait monter de l'eau de moins 200 mètres à zéro, puis ensuite à 10 mètres. Mais comme finalement, tu pensais que c'était acquis, tu t'es arrêté. Toutes ces choses-là sont liées à ton manque de conscience de toi. Il faut absolument que tu développes ça. Donc, 1, les valeurs, 2, les objectifs, 3, les besoins primaires, et 4, tes priorités du moment. Oui, il est important de connaître ces priorités du moment. Si tu vas être papa ou maman dans 3 mois, ta priorité du moment, c'est le bébé. Bon, c'est peut-être pas le moment de créer une start-up. Ou peut-être que ça l'est, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est important de ne pas se mentir sur ces réalités-là. Peut-être que tu viens d'avoir un accident. Bon, je mange mon pain noir, j'accepte cette saison de vie, et je ne vais peut-être pas être aussi productif ou aussi incroyable que j'aimerais l'être dans cette période de vie. C'est pas grave. Retour à meilleure fortune, dans 6 mois, 12 mois, 13 mois, 14 mois, je passerai à autre chose, et ça sera d'ailleurs vite oublié. Et il faut toujours que tu fermes les yeux quand tu es au présent, et que tu te rappelles dans le passé des choses qui sur le moment te paraissaient insupportables, qui sur le moment te paraissaient insolubles, une zone grise horrible. Je sais pas par quelle boule prendre, je sais pas où. Qu'est-ce qu'il faut que je décide? T'étais très anxieux, c'était très désagréable, et que tu penses à aujourd'hui et tu dis, mais en fait, j'ai outrepassé cette problématique-là. J'y pense même plus. Alors qu'à l'époque, quand je le vivais sur le moment, je pensais que c'était le pire moment de ma vie. Quand je me suis brisé la clavicule en 2, moi qui fais 2 heures de sport par jour, qui fais des handstands, donc des arbres droits, où j'ai les mains au sol et les pieds en l'air 30 minutes par jour, 6 jours sur 7, pendant 5 ans d'affilée, et avec un objectif sportif précis, parce que je faisais pas ça pour rien, et que tu as conscience qu'à la seconde où tu as fracturé la clavicule, il y a tout qui change. Que sur le moment, tu penses que tu n'en feras plus jamais. Que tu penses que tu peux oublier les sports de combat, toute forme de boxe, de trucs. Que tu te dis finalement, je pourrais peut-être plus jamais ouvrir la main comme ça, parce que tu t'es ostéo et tu sais qu'il y a le complexe jugulo-carotidien, il y a le plexus brachial, le truc, les nerfs qui passent derrière, le truc, les sous-clavières, les machins. Tu es en train de tout analyser sur le moment, tu sais que c'est cassé parce que c'est ton métier en plus. Tu es en panique comme tout le monde. Alors en panique. Dans Pierre qui panique, ça ressemble à bon. Ça se passe comme ça, je vais à l'hôpital, on verra. Mon associé Christophe était là, il peut vous en parler. Ça le faisait rire, j'étais relativement stoïque, mais parce qu'une fois que ça s'est produit, je suis pas quelqu'un qui s'exaspère de ce qui est trop tard, moi. Par contre, comme tout le monde, mon cerveau, il est allé là-dedans. Et c'est pas très agréable. Mais aujourd'hui, je m'en souviens même plus. Tout va bien, et merci la vie et ma chance et ma bonne étoile. Et puis aussi le collagène, mon sport, mon hygiène de vie, etc., parce que ça a participé. Mais il y a aussi un énorme facteur chance, j'aurais pu me fracasser le crâne. La réalité, c'est quoi? C'est que c'est derrière moi, et donc j'y pense plus. Donc cette mise en perspective est aussi extrêmement importante. Donc les priorités du moment, pour revenir à ça, c'est véritablement l'identification de ce qui est important aujourd'hui, et de
prioriser nos actions en fonction de ça, sans être perdu, sans éléments fondateurs de la prise de décision. Parce qu'en fait, pourquoi je te partage tout ça ? Tu es dans la solution de comment je sors d'une zone grise. Parce que dans ta zone grise, tu sais plus par où commencer. Et tu sais pas par où commencer parce qu'en fait, tu n'as pas ce truc-là des priorités du moment. Et c'était peut-être le 4e filtre qu'il te fallait pour dire, mais tiens, ça y est, c'est logique. Ma priorité, c'est peut-être de finir mes travaux. Je vais chez un ami là ce soir qui est en travaux. J'ai vu, je te fais un petit clin d'œil d'ailleurs. Et il a eu un problème avec sa voiture, qui est une belle voiture d'ailleurs. Et il a mis de l'huile, il m'a expliqué, en excès dedans. Et bref, c'est une jolie 911 et il faut pas faire ça. Et pourtant, il a un garage et c'est quelqu'un qui connaît bien les choses. Et elle a fumé ce truc, je vais même vous montrer. J'aime bien, je vous parle, ça anime un peu le bordel comme ça. Ça anime un peu l'heure d'échange. Et puis je regarde l'heure en passant. Tac, voilà, c'est là. Et il m'a envoyé, franchement, ça fait un peu flipper. Voilà, la photo, elle est ici. Et du coup, ça a fumé. C'était assez impressionnant. Tac. Attends, je vais baisser le son. Voilà. Tac. Voilà, elle est là. Alors, je vous mets la luminosité à fond. Hop, regardez-moi ça. Vous allez voir ou pas, là ? Est-ce qu'il voit dans le retour ? Ah, attends, non. Il voit pas. Est-ce qu'on fait le retour comme ça ? Ah, une photo, peut-être, ils verront mieux, là. Bah, vous voyez un peu, enfin bref, vous voyez qu'il y a de la fumée. Ça va, je pense que vous verrez là. Il y a de la fumée de fou. Et en fait, il se retrouve à me parler de ça et à me dire, voilà, ça a décalé mon planning. Il m'écrit, il me dit, ça a décalé mon planning, je voulais faire mon sol et sa priorité du moment, c'est de refaire le carrelage de la maison sur la terrasse extérieure, j'en sais rien, bref, je sais pas ce qu'il met dedans, mais t'as compris. Et en fait, il me dit, ça fait chier parce que vous venez ce soir et je voulais avoir fini. Et toute cette histoire m'a fait perdre 2 jours en fait, parce que ça a à peu près une valeur, un véhicule comme ça, pour information. Et donc, il était un peu en panique en disant, il faut éviter que j'ai tout cassé là. Et en réalité, je crois qu'il a changé les bougies, un truc, je suis pas spécialiste et ça a fonctionné. Mais il était du coup sur 2 jours de décalage. Vous voyez, la priorité du moment, c'était quoi ? Bah, tant pis. C'était plus la terrasse à refaire, c'était la voiture. Pourquoi ? Parce qu'elle vaut $250 000 la bagnole. Donc tu te doutes bien que t'as pas envie de la péter. Donc là, il se dit quoi ? Bon, bah, je gère ma problématique et tant pis, ma priorité du moment maintenant redevient celle d'avant. On apprend à prioriser. Il s'est pas dit, ah non, mais tant pis, il faut que je finisse mon chantier, on verra plus tard. Et c'est ça. Non, il a fait passer une priorité parce que des fois, la vie, elle te met des choses devant toi qui te demandent de prioriser. Donc quand tu es dans cette fameuse zone grise où tu sais pas quelle décision prendre, faire un choix, quelle orientation tu dois donner à ta vie, eh bien, tu priorises fonction de ces priorité du moment parce que c'est pragmatique et logique de le faire. Ça paraît être un truisme mais du bon sens ce que je raconte. C'est pas du bon sens du tout parce que là tu comprends que je t'ai pas donné cet exemple pour te raconter ma life, mais que par transposition, tu comprennes que toi souvent tu fais l'erreur de ne pas prioriser. Tu fais l'erreur de dire non, moi je m'obstine. Persévérer c'est bien, s'obstiner pas toujours, même jamais. Je continue là-dedans, j'écoute pas les signaux, j'écoute pas ma femme qui me répète 8 fois que je suis jamais présent, je fonce. T'as pas compris que la priorité du moment, c'était de répondre au warning de madame. Parce que madame, je t'explique comment elle fonctionne, au passage, messieurs. C'est une petite digression, mais on aime ça. Petite digression. Quand elle te le dit, ça fait déjà 9 mois qu'il y pense. Donc attention, quand elle le verbalise, ça devient urgent. Et si elle a verbalisé plus de 3-4 fois et que t'écoutes pas, elle t'a déjà quitté, mais elle le fera qu'1 an et demi après, logistiquement, parce que c'est comme ça qu'elle fonctionne. Donc dans son logiciel, t'es mort dans le film. Donc warning, ça devient une priorité du moment. Sinon, pourquoi tu t'es mis en couple ? Pourquoi t'as signé un contrat moral monogamique, exclusif, peut-être pas, libertin, tu fais comme tu veux, ou même devant Dieu si t'y crois, ou peut-être devant une mairie en te mariant. Pourquoi t'avais ça ? Si quand elle te met un warning, t'écoutes pas. Je t'ai pas dit de répondre à tout comme un... Non, à un moment donné, t'es un driver, tu sais peut-être ce que tu fais. Par contre, il faut quand même prendre 2 minutes pour dire, tiens, là, j'ai peut-être fait une erreur aussi. Je suis à l'écoute. Tu vois, à l'écoute, ça veut pas dire que t'es là à adouber toutes les décisions, le moindre désirata, à perdre ta personnalité, à arrêter ta drive, tes projets, c'est pas ça qu'on t'a dit. Mais à un moment donné, si tu choisis une vie collégiale et ou familiale, tu dois assumer certaines choses aussi. Et la logique est faite de compromis et d'écoute. Et ça fait pas de toi, moi, un homme, hein, pour éviter les discours masculins d'abrutis qui t'expliquent que non, c'est moi, je fonce, je sais. Non, ça c'est naze. Parce qu'elle va se taper le prof de sport et souvent elle va envoyer des DM à des gens comme moi. Donc je répète, attention à ça. D'ailleurs, quand on se voit en privé, je vous donne un peu plus ces choses intimes de coulisses, ou vous montrant des exemples qui souvent vous crève les yeux, vous dites putain, c'est très dur à regarder ou à constater, parce que vous vous dites par transposition, merde, ça pourrait m'arriver. Vous n'avez pas conscience de ce qui se passe dans les coulisses, notamment des relations humaines ou des rapports hommes-femmes qui sont complètement dégradés aujourd'hui, parce que le standard est obsolète, et parce que comme on sait pas faire, on fait n'importe quoi dans une ère qui a totalement changé avec des armes du siècle d'avant. Bon, très compliqué pour les gens de gérer ça. C'est une digression qui est importante parce qu'elle vous montre aussi que bien souvent on sait pas faire, et donc on est paumé là-dedans. Donc l'histoire des priorités du moment, c'est pas une blague. Et elles sont parfois relationnelles. T'as un enfant pareil qui est en warning, qui dit qu'il va pas bien, etc. Ça doit devenir ta priorité.
si vraiment il a une problématique. Parce que sinon, ça peut conduire à des drames que tu n'as pas envie de vivre. Donc attention à pas être obtus et stupide dans l'obstination de dire non, mais moi, pour éviter les zones grises, je fais mon truc, je fonce coûte que coûte. Oui, mais je peux pas lâcher ma boîte. Oui, mais je peux pas arrêter mon objectif. La Terre va pas s'arrêter de tourner. Quoi que tu penses, le monde va pas s'arrêter. J'ai fait tous les tests que tu peux imaginer. Tu les as pas fait, souvent je les ai faits. D'avoir 200 mails qui s'accumulent et je réponds pas. Juste pour voir. J'adore faire ça. Je le fais, j'ai fait 2 fois que je le fais ça. Et juste pour voir. Et vraiment, c'est édifiant, je le refais là. Sur certains segments, zéro problème, tout le monde s'en fout. Quelqu'un rattrape, il renvoie, tiens, il répond pas, j'envoie le mail à l'autre associé. Voilà. Ah tiens, j'ai pas mon produit, j'ai pas mon colis, j'ai pas ma commission. Bon, je vais demander à la comptable, Dompé ne répond pas. Hop, elle paye. Et ainsi de suite. Et j'ai fait ça pour me forcer de voir, et je l'ai dit dans un écosystème là, que je suis en train de créer pour nos clients, à leur demande. Et je partage des contenus, des trucs que je peux pas dire sur YouTube, parce qu'il y a aussi des niveaux qu'on peut pas atteindre ensemble, malheureusement. C'est très triste, mais c'est comme ça. Et je leur donne des coulisses et je leur expliquais ça. Et quand j'expliquais ça, évidemment, ça permettait aux gens de comprendre que le monde ne gravite pas autour de toi comme tu le penses. Toi, tu crois que si tu réponds pas aux mails, oh mon Dieu, tu comprends, mon entreprise va s'effondrer, mais tout le monde s'en tape. Demain, je crève, Yam, ça continue, il n'y a pas de souci. Mais alors, on verra même pas l'implication du tout. Peut-être même qu'il y aura plus de commandes, parce que en souvenir de ce bon vieux Dompé, on achètera des canettes et des farines de patates douces. J'en sais rien. Je taquine bien évidemment, mais il faut se relaxer là-dessus. Donc voilà, connaître ses valeurs, objectifs, priorités du moment et les besoins primaires sont des éléments fondamentaux afin de sortir de cette zone grise, puisqu'ils sont les filtres te permettant d'identifier comment il faut prendre action, comment il faut prioriser, par quoi il faut commencer, qu'est-ce qu'il faut découper. Quoi qu'il arrive, rappelle-toi de l'histoire du miroir. Oui, tu seras toujours dans une salle au miroir où tu auras conscience que l'ensemble de tes décisions, à chaque fois que tu les prends, sont également le reflet de toutes celles que tu ne prends pas, de tout ce que tu perds théoriquement, surtout dans ce que tu n'as pas, on appelle ça un coup d'opportunité, etc., etc. Quand tu n'agis pas et quand tu décides de prendre une porte, eh bien oui, tu ne bénéficies pas de ce qu'il y avait derrière l'autre. Je sais que c'est frustrant, mais c'est ce qui est important dans la vie, faire des choix. Et si tu as du mal à les faire, alors il faut que tu travailles dessus en élevant la conscience que tu as de toi-même, de la personne que tu es et que tu veux être, et donc de tout ce que tu dois faire pour y parvenir. Chaque mot était important. Qu'est-ce que tu veux être et avoir, et qu'est-ce que tu dois faire pour y parvenir. Mais si tu ne sais pas ce que tu veux être et avoir, alors comment veux-tu savoir qu'est-ce que tu dois faire pour aller dans cette direction-là ? Compliqué. Donc t'avances, elle va comme je te pousse, t'as vu de la lumière. Voilà. C'est comme des gens qui, là j'ai fait, je sais pas, des dizaines d'analyses de CV et on a fait quelques entretiens avec Laura, que j'embrasse, qui est dans notre équipe pour Green Bull Nutrition. Et puis j'ai eu 2-3 personnes qui se présentaient. C'est quand même moins que dans le dernier batch qui était encore pire pour un assistant un peu administratif. Mais dans celui-là, il y en a quand même eu 2-3. Quand tu leur parles et que tu leur demandes pourquoi ils sont là, en gros, je cherche un job. J'ai balancé des CV partout puis c'est tombé sur vous, quoi. On a tellement de demandes de personnes qui sont ancrées dans la communauté, qui nous suivent, qui sont clients, qui aiment, etc. Tu vas jamais passer devant, mec. Jamais, en m'expliquant que tu sais même pas qui on est, t'as aucune idée des valeurs qu'on défend, tu te pointes là, c'est froid, ces trucs, ça marche pas. Tu vois. Donc attention aussi à pas trop survoler les sujets comme ça et à prendre, je dirais, une attention réelle des choses. Donc avoir conscience de soi, c'est vraiment la base pour prendre des décisions rationnelles et arrêter d'être perdu dans la prise de décisions et d'actions.